Bonjour, Cédric du site formation informatique avec Cédric.fr. Nous sommes aujourd'hui réunis autour du Demande à Cédric numéro 64. Nous sommes le mercredi 5 avril 2017 et pendant une heure, je vais essayer de répondre aux questions des membres plus. Alors, si vous n'êtes pas encore inscrit sur le site formation informatique avec Cédric.fr, je vous invite à le faire en vous rendant sur l'accueil du site, en saisissant votre prénom, votre adresse email et en cliquant sur oui je veux m'inscrire, vous pourrez accéder à plusieurs modules que je mets à votre disposition gratuitement pour apprendre le mail, pour apprendre les photos et bien d'autres choses qui vont venir. Vous pourrez éventuellement ensuite aller plus loin puisque sur le site je propose un accompagnement complet pour vous apprendre l'informatique même si vous débutez ou même si vous avez l'impression d'avoir été parachuté dans l'informatique et que vous avez appris morceau par morceau. Allez, on va pouvoir commencer, les premières questions sont là. J'espère en tout cas que vous allez bien comme je vous le demandais tout à l'heure et on va pouvoir démarrer. Tania, bonjour Cédric, bonjour à tous. J'ai regardé la vidéo numéro 30 sur WeTransfer. J'arrive à envoyer un gros fichier, mais pour l'ouverture du lien et l'enregistrement du document, je ne comprends pas très bien, je m'en excuse. Alors Tania, inutile de vous excuser, je suis là pour répondre à vos questions, donc c'est avec grand plaisir que je vais le faire. Alors, on va transférer un petit fichier sur WeTransfer, comme ça vous allez voir un petit peu l'intégralité de la procédure. Donc là, je vais créer un fichier texte, je crois qu'on peut envoyer des fichiers texte sur WeTransfer. On va l'appeler test, ce sera le plus simple, enregistrer, test.txt. Donc là, ce que vous allez pouvoir faire, c'est vous avez un gros fichier, WeTransfer sert à ça, je ne sais pas pourquoi ça n'a pas fonctionné, je vais recommencer. Donc WeTransfer sert à envoyer les gros fichiers sur internet puisque par le mail on va être limité à un certain nombre de choses. Là il a décidé de me contrarier, on va pas me contrarier longtemps, je vous le dis. Voilà. Ah si, nom du fichier. Est-ce que mon PC a décidé d'être capricieux? C'est bien possible. Quand même. Pardon, donc je disais, WeTransfer, c'est un site qui va vous permettre d'envoyer des gros fichiers jusqu'à 2 gigas, alors que par le mail, c'est compliqué d'envoyer plus que 5 mégaoctets. Donc si vous avez des gros fichiers à envoyer à vos proches, vous avez la possibilité d'utiliser ce site qui s'appelle WeTransfer. Donc là, j'ai un tout petit fichier, je vais vous montrer la procédure, on va partir de Internet Explorer, j'espère qu'il ne va pas trop me contrarier. Donc j'ai mon fichier qui se trouve ici, donc là c'est un tout petit fichier texte pour que ça aille vite, mais vous pouvez donc mettre, comme je vous le disais, jusqu'à 2 gigas. Donc si par exemple vous avez beaucoup de photos à envoyer, vous pouvez les regrouper au sein d'une archive et ensuite de glisser cette archive dans WeTransfer. Donc je vais chercher le site qui s'appelle WeTransfer. Voilà, à partir de là, on va cliquer sur WeTransfer. Si c'est la première fois que vous venez sur WeTransfer, ce qui est mon cas sur Edge, vous pouvez cliquer sur Take Me to Free. Emmenez-moi à la version gratuite. Il va vous demander d'accepter les cookies. Vous cliquez sur j'accepte. Et à partir de là, vous allez avoir deux possibilités. Soit vous envoyez le fichier. Donc pour envoyer le fichier, rien de plus simple. Vous cliquez sur le fichier en question et vous le glissez à l'endroit où vous souhaitez. Enfin, vous le glissez dans la fenêtre et il va ajouter automatiquement le ou les fichiers parce que vous pouvez mettre plusieurs fichiers si vous le souhaitez. Ou alors vous avez également la possibilité de cliquer ici sur le bouton plus pour ajouter des fichiers directement au sein de votre ordinateur. Voilà, vous avez la fenêtre qui est ici et vous choisissez les fichiers que vous souhaitez envoyer. Il est tellement plus simple de glisser, cliquer, glisser que je choisis cette solution. Alors, une fois que vous avez glissé votre fichier, vous avez une liste donc des choses qui apparaissent ici. Et à partir de là, vous avez la possibilité d'ajouter d'autres fichiers. Donc là, comme le fichier est tellement petit, 4 bytes ou bits, je n'en sais rien. En tout cas, il reste encore 2 gigas. Mais dès lors où vous allez mettre des gros fichiers, ce chiffre va se réduire et vous saurez exactement combien est-ce que vous allez pouvoir envoyer. Ensuite, si vous souhaitez supprimer des fichiers, vous pouvez cliquer ici. Si vous avez par exemple 4 gigas à envoyer, vous pouvez séparer ce fichier pardonnez-moi, vous pouvez séparer ce fichier en deux et envoyer 2 fois 2 gigas. Ensuite, donc vous avez deux moyens pour envoyer ce fichier, ce ou ces fichiers. Soit directement à une adresse mail, c'est-à-dire envoyer à, donc vous mettez l'adresse mail de votre correspondant, vous mettez votre adresse email,
vous mettez votre message et vous cliquez sur transfert. On va essayer juste pour que vous puissiez voir comment ça se passe. toto@tata.fr. Votre adresse email titi@titi.fr. Voilà votre message et quand vous avez bien rempli les champs, vous pouvez cliquer sur transférer. Alors moi, c'est pas forcément une pratique que j'utilise pour l'envoyer directement par mail. Là, j'ai cliqué sur le mauvais bouton, du coup ça a tout annulé, c'est pas grave, on va refaire ça. Donc moi, c'est pas forcément la technique que j'utilise, c'est une technique qui est possible, mais celle que je préfère, c'est vous pouvez cliquer ici sur les 3 points qui se trouvent là, et au lieu de choisir email, vous allez avoir la possibilité de choisir link. Et dans ce cas-là, au lieu que vos fichiers soient envoyés par email directement à l'adresse, donc sachez que par email, vous pouvez choisir plusieurs destinataires. Lorsque vous mettez ici envoyer à, je pense que vous avez la possibilité d'envoyer à 20 personnes. Alors que l'avantage du lien, c'est que vous allez avoir un lien une fois que le fichier aura été transféré. C'est ce que je vais faire maintenant. Je vais cliquer sur transférer, donc je peux éventuellement mettre un message si je le souhaite, mais ça n'a pas forcément d'importance. Mais si vous voulez être plus précis, vous pouvez dire voilà le fichier que je t'avais promis. Et comme ça, votre correspondant saura que c'est vous et vous signez Cédric. Voilà. Donc, à partir de là, je vais cliquer sur transférer. Donc, je m'assure bien que mon fichier est là, je m'assure bien que j'ai mis mon message, je clique sur les 3 petits points, je m'assure bien que je suis soit sur email, soit sur link, en fonction de ce que vous préférez. Moi, je préfère link. Et ensuite, je clique sur transférer. Donc là, vous allez patienter. Donc là, ça a été très rapide puisque mon fichier est tout petit, mais en fonction de la vitesse de votre connexion Internet et de la taille des fichiers que vous avez choisi, ça peut être très long. Autant le téléchargement est rapide parce que sur une connexion ADSL classique, le téléchargement est beaucoup plus rapide que l'envoi. Autant quand vous allez envoyer, si vous êtes avec l'ADSL classique, pour envoyer 2 Go, je crois avoir calculé, il faut à peu près 5 heures. Donc il vous faut patienter pendant que le pourcentage défile. Une fois que vous avez terminé, ici, surtout ne fermez pas la fenêtre, vous allez avoir le lien que vous allez pouvoir envoyer à vos correspondants. Donc ça, ce lien qui est ici, c'est le lien qui va permettre à votre correspondant de récupérer le fichier. Donc je vais créer un nouvel onglet ici et je vais coller le lien pour récupérer ce fichier. C'était cela votre question initiale, Tania. Donc j'ai cliqué sur le lien, j'ai appuyé sur Entrée, et là, vous voyez, donc j'arrive aussi sur l'interface de WeTransfer, et là, donc mon correspondant, la personne à qui j'aurais envoyé ce lien, verra ce message. Les fichiers seront supprimés dans 7 jours, donc ça c'est si vous ne les récupérez pas, et donc le message que j'avais mis, voilà le fichier que je t'avais promis, Cédric, comme ça, votre correspondant sait que c'est bien vous qui l'avez envoyé. Ensuite, vous cliquez ici sur Télécharger, et à partir de là, ça se passe comme un téléchargement classique sur Internet. Donc je vais choisir Enregistrer sous, je vais l'enregistrer sur mon bureau, je vais cliquer sur Enregistrer, et là, une fois de plus, il a décidé de me contrarier. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui il veut m'ennuyer comme ceci. Bon, c'est pas grave, je ne vais pas l'enregistrer sur le bureau, je vais l'enregistrer dans un nouveau dossier. Voilà. Enregistrer, voilà. Donc j'ai créé un nouveau dossier sur mon bureau qui est ici et le fichier s'est bien enregistré à cet endroit-là. Donc voilà, vous avez la procédure complète pour envoyer des fichiers de grande capacité sur Internet grâce au site WeTransfer. Et voilà, une fois que vous avez fini le transfert, c'est terminé. Voilà Tania, j'espère que tout ça sera plus clair pour vous et que vous pourrez désormais récupérer les choses directement. Sinon, si vous avez choisi par mail, votre correspondant recevra un message qui lui dira voilà, vous avez reçu un message de WeTransfer, cliquez sur le lien pour y arriver et il arrivera sur la même page que je vous ai montré précédemment. Voilà Tania. Alors, comme je le disais, le chat me fait des misères. Il y a des choses qui ont disparu. Là, comme vous pouvez voir, je suis tout en haut et il y a des messages qui ont disparu. Donc, j'espère que je ne vais oublier personne. Voilà, vous pourrez remettre votre question si vous voyez que je n'y ai pas répondu. Je suis désolé de ce petit désagrément, mais je ne comprends pas pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas correctement.
les aléas de l'informatique. Alors Albert, bonjour et bienvenue parmi nous. Gros orage en ce moment sur Aix-en-Provence, j'espère que la foudre ne viendra pas me dire un petit bonjour, j'espère pour vous aussi Albert. Si vous n'avez pas de questions particulières pour le Demande à Cédric, je vous conseille, si la foudre est dans les alentours, d'éteindre votre ordinateur et de débrancher un petit peu tout, surtout si les orages sont à côté, pour ne pas que vous risquiez d'avoir des surcharges électriques, et vous pourrez regarder comme ça le Demande à Cédric tout à l'heure ou demain pendant la retransmission. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre et j'y répondrai également. Et ensuite, éteignez votre ordinateur parce qu'on ne sait jamais ce que la foudre peut nous réserver. Bonsoir Cédric et à toute la communauté. Bonsoir Alain, bienvenue parmi nous. Bonsoir Louis-Paul, Mathilde. Alors, bonjour à toutes, merci. Vos explications de téléchargement au mini-cours a marché avec WeTransfer, 45 minutes, c'est parfait. Donc comme je l'expliquais tout à l'heure, quand on a une connexion ADSL, en dehors de la fibre, en dehors du câble et ce genre de choses, eh bien le débit de téléchargement est beaucoup plus rapide que le débit d'envoi. Donc c'est la raison pour laquelle vous avez mis 45 minutes pour les récupérer et qu'on peut mettre jusqu'à 5 heures si on envoie 2 Go pour envoyer les fichiers. Florence, bonsoir, bienvenue parmi nous. Daniel, bonsoir. Colette, bonsoir. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Mini-cours, WeTransfer, impeccable, parfait, concis, efficace. Très bien Colette, je suis ravi que tout ait fonctionné. J'ai l'impression que nous avons trouvé la solution. Je ne sais pas exactement comment je vais faire. Est-ce que tous les 7 jours je vais remettre le mini-cours? C'est pas 100% sûr, on verra un peu comment ça se passe. Jean-Yves, bienvenue parmi nous. Jean, bienvenue. Morissette, bonjour. Mickey, bonsoir. Luigi, bonjour. Cédric, une fois fait la sauvegarde sur CD-ROM, comment ça marche? Alors Luigi, je ne sais pas exactement à quoi vous faites allusion. Je ne sais pas de quelle sauvegarde vous parlez. Est-ce que c'est la sauvegarde manuelle? Est-ce que c'est la sauvegarde de vos documents? Est-ce que c'est la sauvegarde du système? Je ne sais pas à quoi vous faites référence Luigi, donc si vous voulez bien me préciser tout ça. Sinon, si vous parlez d'une sauvegarde manuelle, une fois que vous avez sauvegardé et que vous avez gravé votre CD, eh bien vous pouvez accéder à vos données directement en mettant votre CD dans votre lecteur et il apparaîtra comme un autre lecteur. Je vais essayer de vous montrer un petit peu comment ça se passe. Je vais ouvrir un explorateur. Ici, vous voyez que mon lecteur CD se trouve ici. Je vais essayer de trouver un CD. Et quand je vais mettre ce CD dans le lecteur, eh bien, il va s'ouvrir comme un disque dur. Je ne sais pas ce que je vais pouvoir prendre. Je vais prendre ce CD, hop, qui est le CD de l'utilitaire de restauration. Donc je l'ai mis dans mon lecteur et on va pouvoir consulter son contenu. Il en sera de même pour vos sauvegardes. Donc vos sauvegardes, si vous avez fait des sauvegardes manuelles, donc là il s'ouvre automatiquement, mais s'il ne s'ouvre pas automatiquement, vous pouvez cliquer 2 fois dessus et il va s'ouvrir ici. Et vous verrez donc le contenu que vous avez bien sauvegardé, que vous pourrez copier, coller pour éventuellement récupérer les choses. Voilà Luigi. Si vous faites allusion à la sauvegarde de votre système que vous avez mis sur DVD, eh bien dans ce cas-là, pour la restauration, il faudra suivre la procédure que j'avais indiquée. J'avais pas montré exactement à l'écran parce que je pouvais pas le faire, mais j'avais indiqué un certain nombre de manipulations à faire. Donc avec le CD de restauration, remettre ça dans le démarrer sur le CD, ensuite vous arrivez sur une procédure dont je me souviens plus et j'ai rangé les papiers, donc voilà, vous regardez le mini-cours et j'indique la procédure. Il faut démarrer sur le CD, après je crois que c'est dépannage, ensuite je crois que c'est option avancée et c'est après je ne sais plus, enfin voilà, rechercher à partir d'une sauvegarde ou quelque chose comme ça. Depuis le mini-cours, vous devriez avoir l'information à nouveau. Voilà Luigi, sinon n'hésitez pas à apporter des précisions si toutefois c'est autre chose auquel vous faisiez allusion. Michel, bonjour et bienvenue parmi nous. Gabriel, bonjour Cédric et à tous. Dernièrement, j'ai employé Google Drive avec Gmail pour envoyer un gros fichier. J'ai employé Google Drive avec Gmail pour envoyer un gros fichier. Effectivement,
Gabriel, vous avez également cette possibilité, c'est-à-dire utiliser l'espace qui vous est attribué sur Google Drive lorsque vous créez une adresse email et utiliser cet espace pour envoyer des fichiers et ensuite les partager avec d'autres personnes. C'est également une solution qui est envisageable et qui est plus durable puisque ces fichiers, vous pouvez les laisser sur le Drive et vous pouvez choisir avec qui vous les partagez. Donc c'est vraiment très efficace. J'aurai sûrement l'occasion, enfin je vous parlerai évidemment des produits Google dans le mini-cours sur l'écosystème des produits Google. Donc on parlera évidemment de Drive, on parlera de YouTube, je rentrerai un petit peu plus dans les détails, mais effectivement c'est une solution qui est envisageable et qui est un petit peu plus durable que WeTransfer. WeTransfer, c'est bien lorsqu'on a à partager des fichiers temporairement, alors que le Drive, les fichiers peuvent rester et peuvent être partagés avec vraiment des personnes spécifiques. Et comme on a vu hier, je crois que c'est 15 gigas qui vous sont offerts de Drive. David, bonjour David, bonsoir Cédric. Quand je veux télécharger indispensable et les moyens pour y parvenir, le téléchargement se passe bien et ensuite le téléchargement échoue. Pourquoi? Pourtant j'ai la fibre. Alors ça c'est une bonne question David. Si vous avez la fibre, en théorie, le fichier doit se télécharger relativement rapidement. Donc comme je l'avais montré hier, vous pouvez directement au sein des mini-cours, je ne sais pas si je vais pouvoir y accéder facilement. Je vais essayer de me reconnecter parce que c'est possible que je ne sois pas connecté. Alors je dois être connecté. Quelle est l'adresse de l'espace membre? On va partir de là. Donc au sein des mini-cours, donc là quand vous êtes dans votre espace client, vous avez la possibilité d'aller dans Accueil, de choisir les mini-cours, ça vous l'avez déjà fait. Si vous avez la fibre, ça vient peut-être de mon fournisseur d'accès qui à certaines périodes de la journée ne permet pas de le faire. Donc j'ai donné un certain nombre de pistes hier qui se trouvent en haut ici, des pistes complémentaires pour télécharger. Je ne sais pas si vous êtes en Wi-Fi David, mais en tout cas vous pouvez essayer le lien numéro 2 qui se trouve ici pour télécharger par l'intermédiaire de WeTransfer afin de récupérer le fichier. Donc comme je l'explique dans la vidéo tout en haut, comment télécharger et décompresser le mini-cours, assurez-vous bien que le mini-cours a été téléchargé dans son intégralité et que vous n'avez pas juste un morceau. Et ensuite, voilà, comme je vous le dis, ça vient certainement de mon fournisseur d'accès qui peut-être à certains moments de la journée rencontre des pics de téléchargement ou d'utilisation du site, et à ce moment-là peut-être qu'il bride un certain nombre de choses. Peut-être sera-t-il envisageable de choisir une autre solution pour les fois prochaines, je ne sais pas encore. Peut-être que la solution de Gabriel pourrait être éventuellement envisageable, c'est-à-dire d'avoir un drive avec lequel, non, ça serait pas un peu compliqué. Bon, je sais pas encore. Mais en tout cas, voilà, avec le lien WeTransfer, je pense que vous n'aurez pas de soucis, David. Lucien, bonjour Cédric et bonjour à toutes et tous. J'ai réussi ce matin à télécharger les 2 mini-cours. Je les regarde ultérieurement, merci pour tout ce que vous faites et j'espère que cela va durer. Et moi aussi, Lucien, je vous rassure, on a passé les 4 derniers mois plutôt sereins et ce mois-ci, voilà, on va voir comment ça se passe. Le mois dernier était un peu moins bien que les 3 mois précédents, mais on va voir. Je suis en pleine évolution voilà, des mises en place de circuits de vente, donc on va voir si les gens répondent, les gens qui sont pour l'instant à l'utilisation du gratuit, voir s'ils ont envie de franchir le pas. En tout cas, n'hésitez pas, si vous souhaitez que les choses durent, vous pouvez aussi en parler autour de vous, voilà, vous dire si vous êtes content, envoyer des messages à vos proches, les gens qui font de l'informatique, pour que l'information circule. Vous n'hésitez pas, vous leur mettez un petit mot pour leur expliquer que vous suivez ça et que ça vous plaît, et comme ça permet aussi d'avoir les différentes choses. Après, effectivement, j'ai d'autres moyens, et j'avais parlé de la publicité Facebook, j'ai aussi parlé du magazine Notre Temps, je crois qu'il y a un autre magazine spécial pour les seniors, il y a Notre Temps et un autre. Bon, enfin bref, je sais pas, donc je vais essayer de contacter ces personnes pour leur dire que j'existe. Et voilà, puis faire en sorte que l'activité devienne pérenne. Voilà Lucien, en tout cas merci beaucoup, content que tout se passe bien. Vous verrez, si vous n'avez pas encore vu le mini-cours sur la sauvegarde, petit marathon de 4 heures,
mais voilà, vous pourrez prendre votre temps pour suivre les étapes, mais là, vous avez déjà de très bonnes bases pour sauvegarder les différentes choses. Tania, merci pour les explications et merci également pour cette dernière vidéo. Vider le cache des 3 derniers navigateurs. Je viens d'effectuer les manipulations de cette vidéo. Alors, Tania, parfait. Effectivement, aujourd'hui, j'ai mis une nouvelle vidéo dans les vidéos outils qui vous permet d'apprendre à vider les caches des 3 navigateurs. Une petite précision que je souhaitais vous dire par rapport à ça. Donc, le cache des navigateurs, ce sont des fichiers qui sont enregistrés. Par exemple, si vous visitez le site formationinformatique-avec-cédric.fr, eh bien, pour que ce soit plus rapide pour la prochaine fois si vous devez revenir, vos navigateurs ont des systèmes qui permettent d'enregistrer les choses lourdes du site. Donc par exemple, quand vous arrivez sur le site, ici vous avez une image, eh bien votre navigateur va la télécharger sur votre disque dur pour vous permettre, eh bien, la prochaine fois que vous venez, de ne pas avoir à télécharger cette image et qu'elle s'affiche beaucoup plus rapidement en bénéficiant de la vitesse de votre disque dur. Et donc ces fichiers se cumulent avec le temps. Là pareil, ce sont des images, donc tout ça, le navigateur que vous utilisez va les télécharger pour que ce soit plus rapide pour la prochaine fois. Et donc il arrive parfois qu'au bout d'un moment, ça crée certains désagréments. Les versions ne se mettent pas toujours à jour parce qu'ils récupèrent aussi les versions HTML et ils comparent s'il y a des nouveautés qui sont faites. Et parfois, eh bien, ça peut causer des petits problèmes. Vous ne voyez pas soit la dernière version du site, soit comme Yvette, elle avait des soucis à afficher les menus dans l'espace membre. Bref, lorsque vous avez ce petit désagrément, vous pouvez essayer, j'ai dû rater, vous pouvez essayer donc de vider le cache des navigateurs. En revanche, la seule chose, le seul petit bémol à ça, dont je n'ai pas parlé dans la vidéo parce que c'est pas vraiment super important, mais je préfère quand même vous le préciser, c'est que le fait de vider ce cache des navigateurs, si vous avez une connexion internet qui est relativement lente, le fait de faire ça, eh bien vous allez peut-être avoir l'impression que c'est lent la prochaine fois que vous allez aller sur le site, tout simplement parce qu'il faut qu'il retélécharge l'ensemble des images, que ce soit mon site ou que ce soit les autres sites que vous visitez. Donc on va dire le côté positif de faire ça, c'est que vous allez remettre à zéro un petit peu toutes ces choses qui avaient été téléchargées, toutes ces versions de fichiers, mais le côté un petit peu qui est négatif, c'est que quand vous allez revisiter le site, si vous avez une connexion qui est lente, vous pouvez avoir l'impression que c'est plus lent que ça n'était avant. C'est la raison pour laquelle ça l'est. C'est juste parce qu'il faut qu'il retélécharge les fichiers depuis Internet plutôt que de les récupérer directement sur votre disque dur. Donc ces manipulations, je vous les conseille si vous avez des soucis avec les sites Internet que vous visitez et si vous avez une connexion rapide. Si vous avez une connexion rapide, ce sera transparent pour vous, vous allez vider le cache et après, quand vous allez revenir sur le site, si vous avez une connexion rapide, ce sera transparent, les images se chargeront quasiment en instantané. Voilà. Si vous avez une connexion lente, ne le faites que si vous avez des soucis en visitant les sites. Voilà mes conseils concernant vider le cache. Luigi, bonjour. Alors Cédric, une fois fait la sauvegarde sur CD-ROM, comment ça marche un disque de restauration système Windows 10? Alors, donc si vous avez fait les manipulations que j'ai indiquées, Luigi, et que vous avez mis ça sur CD, vous avez dû avoir un grand nombre de CD. Parce que, en théorie, votre système va peser un peu lourd. Donc si je reviens ici, que je vais dans mise à jour et que je vais dans sauvegarde, ensuite je vais dans accéder à l'outil Windows 7, je choisis créer une image système. Là, si vous avez fait ça sur CD, vous avez ça pèse un Windows vierge, je sais même pas combien ça pèse, ça doit bien peser avec les mises à jour. Je sais pas combien ça pèse un Windows vierge. Bon, enfin bref, ça a dû vous prendre un certain nombre de CD. Donc, une fois l'opération terminée, je vais remontrer, vous avez de la chance parce que j'ai gardé les différentes choses que j'ai faites.
mais cela dit, voilà, vous pourrez re-regarder tout ça pendant le mini-cours parce que là, je ne vais pas avoir mes notes que j'avais prises la dernière fois pour la restauration. Je ne vais que vous indiquer des choses approximatives alors que c'est plus en détail dans le mini-cours. Donc vous avez réalisé votre sauvegarde, donc ici la sauvegarde a été en cours, j'imagine qu'il vous a demandé de changer successivement les CD. Vous avez mis le premier, ensuite le premier était plein, il vous a dit mettez le deuxième, troisième, etc. Donc vous avez dû avoir un certain nombre de CD. Et ces CD-là, donc ce sont votre restauration. L'idéal, c'est quand même de mettre ça sur un disque externe ou sur une clé USB de taille un peu importante. En tout cas, voilà, ça, vous avez créé votre image système en suivant ce que vous voyez à l'écran. Je ne sais pas si j'ai partagé. Oui, c'est bon. Donc, vous avez eu cette étape-là. Ensuite, à la fin de cette étape, vous avez eu créer une image système. Donc ça, il faut aussi le faire. Ça va se créer sur un CD. C'est le CD que je vous montrais tout à l'heure. Et grâce à ce CD, vous allez pouvoir démarrer sur ce CD. L'image système que vous avez réalisée va vous permettre... L'image système que vous avez réalisée va vous permettre de restaurer votre système si toutefois vous avez un souci. Gardez à l'esprit que cette restauration système va restaurer votre système à l'état où vous l'avez sauvegardé. Donc ça comprend si vous aviez des bugs, si vous aviez ce genre de choses, le fait de faire une image système ne va pas corriger tous ces bugs. Ça va juste faire en sorte de les remettre. Après, si votre système fonctionnait à la perfection, eh bien vous aurez une image de votre système qui fonctionnait à la perfection. Donc à la fin du processus d'enregistrement, vous allez avoir un message de ce type. Voulez-vous créer un disque de réparation système? Là, vous allez choisir oui. Il va vous dire insérer un CD ou un DVD. Vous pouvez très bien insérer un CD, ça suffit. Vous n'avez pas besoin de mettre un DVD, il n'y a pas suffisamment de fichiers. Vous allez choisir créer un disque. Une fois que vous aurez mis un disque vierge dans votre lecteur CD, il va créer le disque et ensuite, eh bien, ce sera terminé. Une fois que vous avez terminé, je vous conseille de labelliser votre CD et de dire que ça va vous servir à faire la restauration système. Ce CD de restauration système, vous allez le mettre dans votre lecteur CD. Si toutefois vous avez un souci, vous allez pouvoir démarrer sur celui-ci. C'est-à-dire que vous allez dans le BIOS, c'est-à-dire le programme de démarrage de l'ordinateur, qui va vous permettre de dire sur quel périphérique vous souhaitez démarrer celui-ci. Donc vous choisirez le CD. Donc parfois vous avez des touches de raccourci, ça peut être la touche supprime, ça peut être la touche échappe, ça peut être la touche F10, F11, F12, F9, ça dépend de l'ordinateur que vous possédez. Ça, je ne peux pas vous aider par rapport à ça, il faut que vous fassiez des essais. Ensuite, vous lui dites de démarrer sur ce CD, vous allez démarrer sur le CD et après vous regardez le mini-cours parce que comme je vous dis, je n'ai plus la procédure en tête. Il va démarrer sur le CD, vous avez l'impression que c'est comme si c'était sur Windows. Après, il va vous demander la langue, vous choisissez français. Une fois que vous avez choisi français, vous allez arriver sur un écran bleu avec différentes options. Vous allez choisir dépannage, me semble-t-il. Ensuite, options avancées. Après les options avancées, vous aurez récupéré le système à partir d'une sauvegarde ou quelque chose comme ça. Vous allez cliquer dessus et il va rechercher votre sauvegarde. Si elle est sur CD, vous pourrez lui spécifier qu'elle est sur CD. Voilà, et après, eh bien, il va vous demander de remettre les CD un par un. Alors, quand vous allez faire une restauration système, faites très attention, il me semble que je l'ai précisé, mais je vais le repréciser au cas où, vous allez effacer votre disque dur. Donc, ne faites pas une restauration système en vous disant que c'est la solution miracle. Ça, c'est vraiment s'il y a la catastrophe, si votre CD ne fonctionne plus, si vous avez été infecté par un logiciel qui a crypté tout votre ordinateur ou ce genre de choses. Il ne faut pas utiliser cette technique-là pour vous dire voilà, j'ai fait une bêtise, je reviens à l'état antérieur, parce que vous perdrez tout ce que vous avez fait entre le moment de votre sauvegarde et le moment où le problème est survenu. Si par exemple vous avez fait une sauvegarde aujourd'hui et que vous faites la restauration dans un mois et que pendant un mois vous avez travaillé, j'en sais rien, vous écrivez un livre que vous avez mis dans vos documents, le fait de faire cette restauration va effacer intégralement votre disque dur. Donc prenez en considération tout ça avant d'utiliser ce système. C'est vraiment un système, on va dire, de dernier recours. Voilà Luigi, j'espère que j'ai été suffisamment précis. Si ce n'est pas le cas, vous n'hésitez pas, vous n'hésitez pas à mettre quelques précisions. Voilà,
David, je crois avoir lu votre message qui disait que pour le mini-cours sur les documents, vous aviez réussi à le télécharger, donc c'est parfait. Mario, 3,5 gigaoctets approximatif Windows vierge. Merci beaucoup Mario, je ne savais pas combien pesait un Windows vierge. Mon Windows est beaucoup plus lourd parce que j'ai installé des applications, parce que j'ai installé un grand nombre de choses. Et c'est vrai que quand je fais une sauvegarde, là vous voyez, si je devais faire une sauvegarde sur DVD, ça pèse, espace libre 72, ça pèse 160 Go. Donc si je dois faire 160 Go divisé par 4,5, mais à mon avis on met pas 4,5, on va plutôt partir sur 4,3. Ça c'est le nombre de DVD qu'il me faudrait. 37 DVD si je voulais mettre ma sauvegarde système sur DVD. Donc c'est vrai que la sauvegarde système sur DVD, je vous la recommande pas forcément. Pour la bonne et simple raison que 1, vous pourrez pas la mettre à jour. 2, ça va vous prendre beaucoup de CD et voilà, donc il vaut mieux faire ça dans le pire des cas sur une clé USB, sur un disque dur externe. Il faut que vous puissiez savoir combien ça va peser, mais ça il vous le dit pendant le processus quand vous sélectionnez les disques durs. Merci Mario pour la taille approximative du Windows. Un Windows vierge, 3,5 Go, d'accord, avec les mises à jour, ça me paraît pas beaucoup. Ok. David, c'est bon, nickel, j'ai réussi, merci. Bien, fantastique. David, je vous envie beaucoup d'avoir la fibre. Je ne sais pas quels sont vos débits de téléchargement, mais ça doit être, ça doit être vraiment sympathique. Alors, Luigi, merci Cédric, mais trop compliqué pour moi. Là, Luigi, je suis allé un peu vite, mais pendant le mini-cours, j'ai détaillé la procédure. Vous pourrez y aller tranquillement. Vous pouvez prendre votre temps pour lire la vidéo, mettre des pauses sur la vidéo, prendre des notes. Voilà, c'est là, effectivement, je peux pas forcément le faire. Enfin, si, je peux le faire, mais je vous ai indiqué la procédure. Après, cette procédure-là, si vous la suivez étape par étape, en théorie, vous devriez vous en sortir. Peut-être je suis allé un peu vite, mais c'est pour ça que la retransmission existe, pour que vous puissiez écouter à votre rythme les informations, faire des pauses, prendre des notes, et ainsi pouvoir récupérer tout ça. Oui Mario, donc 3,5 Go avant les updates, on va dire qu'on est parti sur un 5 Go, quelques applications installées, voilà, on arrive vite à 10 Go, 10-15 Go, même à mon avis un peu plus. Donc voilà. Bon, en tout cas, voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je vais attendre de voir s'il y a d'autres questions. Daniel, je ne sais pas si vous avez eu la possibilité de voir donc, ce qui avait été évoqué sur le forum. Je ne sais pas si vous avez essayé de poser des questions à nouveau et si ça a fonctionné ou pas, parce que je ne vois pas vos messages, Daniel. J'ai vu votre bonjour. Ce qui est très étrange, c'est que voilà, ça avait fait aussi ça pour je ne sais plus quelle personne. On voyait le bonjour, mais on ne voyait plus les messages. Je ne sais plus quelle était la personne qui avait rencontré ces difficultés et comment on l'avait solutionné. Il me semble que c'est Alexandra qui avait trouvé la solution. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je vais regarder si j'ai des choses à vous dire. J'ai vu que Tania avait posé une question. A priori, j'avais rien à vous dire. Alors, Tania, hier, vous avez conseillé de mettre un câble de l'ordinateur portable à la box, mais à quel endroit de l'ordinateur portable doit-on brancher ce câble? Merci. Alors, le câble en question, Tania, c'est un câble Ethernet. Donc en théorie, avec votre box, vous avez eu un câble Ethernet. Quel que soit le fournisseur d'accès, en général, vous en avez un. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble avant de faire la vidéo spéciale débutant sur les câbles de votre ordinateur pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Alors un câble Ethernet, ça ressemble à ça. Voilà, on va dire la version la plus zoomée. Est-ce qu'on va arriver quelque part? Oui, parfait. Donc un câble Ethernet, ça ressemble à ça. C'est un peu plus petit que sur l'image, mais voilà, en gros, c'est cette connectique là que vous allez brancher d'un côté de votre box. Donc je vais vous montrer à peu près sur une Livebox comment ça se passe, et sur un ordinateur portable. Donc là, on est sur un câble Ethernet. Vous pouvez voir à quoi ça ressemble. Je vais essayer d'en trouver un qui soit un peu moins zoomé. Par exemple, celui-là. Voilà.
Donc vous avez un câble Ethernet comme ceci de part et d'autre qui est normalement fourni avec votre box. Et si je tape arrière Livebox, on va mettre arrière Livebox 4, mais derrière votre box, voilà, vous reconnaîtrez assez facilement le câble. Donc là, je vous montre sur une Livebox. Je vais vous montrer sur celle-là, si elle est assez grande. Elle n'est pas très grande, ça aurait été mieux d'en avoir une un peu plus grande. Bon, ça ira, on va dire. Donc là, vous voyez, derrière votre Livebox, vous avez un certain nombre de câbles que vous allez pouvoir brancher. Donc ici, vous avez le câble qui s'appelle DSL. Lui, il va être branché sur votre prise téléphonique ou sur votre boîtier fibre si vous avez la fibre. Non, je dois dire des conneries là. Non, ce câble-là, c'est sûrement pour la DSL. Donc il y a marqué DSL, donc ce câble-là est relié à votre prise téléphonique par l'intermédiaire d'un filtre en général. La prise verte, c'est pour le téléphone, que vous allez pouvoir brancher ici. Et là, vous avez 4 ports. 1, 2, 3, 4. C'est à cet endroit, dans ces 4 ports-là, que vous allez brancher votre câble Ethernet. Donc vous le mettez dans un des 4. Il est possible qu'il y en ait déjà un qui soit occupé. Si par exemple vous avez la télé, il faut brancher, enfin l'idéal c'est de brancher votre boîtier ADSL à votre boîtier télé en utilisant un câble Ethernet, mais en théorie il vous en reste au moins une de disponible. Et après, une fois que vous avez donc identifié ces prises là, je vais vous montrer sur un portable, ordinateur portable. Donc sur les portables, vous avez l'équivalent de sur les portables, vous allez avoir l'équivalent. Alors on va chercher autrement, ordinateur portable connectique. Voilà. Donc en fonction de votre ordinateur, évidemment, ce ne sera pas forcément exactement comme c'est là, mais vous devez identifier le port Ethernet que vous allez... Il n'y a pas l'image qui apparaît. Ah voilà, elle est là. Voilà, donc vous voyez ici sur cet ordinateur, hein, ça peut être différent sur le vôtre, là ici c'est sur la partie gauche, vous avez un ensemble de connectiques. Donc vous avez une connectique ici qui est une connectique HDMI qui va être pour brancher un second écran. Vous avez ici 2 ports USB, un port eSATA et un port USB 3. Et là vous avez un port VGA. Donc c'est à cet endroit-là, à cet endroit-là que vous mettez le câble. Est-ce que je vais y arriver? Non, je ne vais pas y arriver. Il est là. Voilà, donc des fois c'est sur le côté gauche, des fois c'est sur le côté droit, et des fois c'est derrière l'ordinateur, si vous avez un portable. Et si vous avez une tour, eh bien c'est une prise qui ressemble à ça. Je vais essayer de vous montrer. On va aller directement sur Google. Voilà, on va essayer de trouver des images. Et on va trouver une image qui va être suffisamment grande, celle-ci, voilà. Évidemment. Qu'est-ce qui lui arrive à mon ordinateur aujourd'hui? Il a décidé de me contrarier. Voilà, donc si vous avez un ordinateur fixe, vous devez avoir donc sur l'arrière de votre ordinateur un certain nombre de connectiques disponibles. Et vous voyez, c'est la connectique qui se trouve ici. Donc il s'avère qu'ici, il y a 2 petites lumières. Quand vous allez le brancher à votre box, il va y avoir une activité, des clignotements. Et vous saurez que c'est bien branché. Voilà, donc ça, c'est l'histoire du câble Internet et de l'endroit où ça se branche, à la fois sur la box et à la fois sur votre ordinateur, que vous ayez une tour ou un ordinateur portable. Voilà, Tania. Alors, Daniel, j'ai vu vos messages et répondu. D'accord, Daniel. Alors, comme j'y vais qu'une fois par jour, je verrai ça demain matin. J'espère en tout cas que vous avez pu solutionner votre problème avec les différentes choses que je vous avais proposées. Sinon, il reste la dernière solution. Enfin, il y aura peut-être d'autres solutions quand même à tester avant ça. Mais sinon, ce que vous pouvez faire, c'est de vous rendre dans les paramètres. Au niveau des paramètres, vous allez cliquer sur mise à jour et sécurité. Vous allez vous rendre dans récupération et là vous avez réinitialisé ce PC.
Alors l'inconvénient de ça, j'ai vu un article sur le enfin c'est indépendant de ce que je vais dire. L'inconvénient de ça, c'est que ça va désinstaller vos applications. Donc ça va garder, c'est censé garder vos paramètres personnels, mais comme je vous l'ai écrit, je vous conseille de faire une sauvegarde avant de tenter ça. Et là, donc ça va réparer votre Windows, enfin ça va réinitialiser votre Windows, donc ça va réinstaller le fichier système. Et en théorie, ça devrait corriger votre problème. Mais bon, ça, on va dire que c'est la dernière chose à tester parce que ben voilà, ça a le désagrément de désinstaller vos applications. Donc l'avantage, c'est que votre Windows va vous dire toutes les applications qui vont être désinstallées. Donc éventuellement, vous pouvez faire une capture d'écran, vous pouvez noter les programmes qui vont être désinstallés et une fois que la réinitialisation a été faite, les réparer. Mais on va, comme je vous le disais, on va essayer de trouver d'autres pistes. J'ai cherché un petit peu ce matin, ça n'a pas été très fructueux. Donc voilà, j'espère que ça va pouvoir se faire. Une autre chose que je voulais vous montrer, que je m'étais dit que ce serait intéressant que je vous montre parce que c'était un peu compliqué de vous l'expliquer en écrivant les choses. Ce que vous pouvez faire, c'est faire un clic droit sur le menu démarrer, vous rendre dans gestionnaire de périphériques. Lorsque vous allez arriver dans votre gestionnaire de périphériques, vous allez aller dans carte graphique. Lorsque vous êtes dans la carte graphique, vous allez double-cliquer sur votre carte graphique. Vous allez aller dans pilote et vous allez choisir mettre à jour le pilote, vous cliquez sur mettre à jour le pilote et voilà, peut-être que Windows va mettre à jour votre pilote et que ça va corriger votre problème. Si ça ne le corrige pas, vous pouvez aussi essayer de faire un clic droit sur votre carte graphique. Non, on va pas envisager ça tout de suite, on l'envisagera éventuellement un peu plus tard. Sinon l'objectif c'est de la supprimer et elle va se réinstaller tout seul en réinstallant les pilotes. Peut-être que ça forcera une mise à jour. Sinon vous pouvez aussi, comme je vous le disais, essayer de faire un nettoyage de la base de registre avec CCleaner. Assurez-vous bien d'avoir la dernière version de CCleaner avant de faire ce nettoyage de la base de registre, ce qui vous permettra peut-être de corriger certaines choses qui auraient pu poser problème, parce que j'ai vu que pour passer à la version sombre du thème, il y avait avant, c'était pas forcément disponible dans Windows directement, il y avait quelque chose à mettre dans la base de registre, donc peut-être le fait de la nettoyer, ça peut éventuellement aussi faire ça. Voilà Daniel, les pistes que je peux éventuellement vous donner pour essayer d'avancer en plus, mais on va continuer évidemment directement sur le forum à essayer de trouver une solution la moins douloureuse possible si je puis dire. Mickey, dans les accès exclusifs, est-il normal que la rubrique Mon aide informatique totale ne fonctionne pas? Tout à fait Mickey. C'est tout à fait normal pour le moment. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que comme vous êtes membre plus, vous avez donc accès à tout. Et ici, donc quand vous avez, je vais passer en plein écran, quand vous avez donc les différentes formations, vous pouvez cliquer sur celle-ci et arriver directement au bon endroit. Si vous voulez en théorie, oui c'est bon. Donc lorsque vous êtes donc sur votre page d'accueil, vous avez ici les petites coches vertes quand vous avez accès à la formation. Donc vous avez accès à toutes les formations puisque vous êtes membre plus. Donc toutes les cases sont cochées comme vous pouvez le voir, et même les cases des vidéos qui vont venir. C'est également le cas si vous êtes membre actif, sauf que si vous êtes membre actif, vous n'avez pas cette case de cocher ici sur l'aide informatique totale, et à la place vous pouvez cliquer dessus et arriver sur la page de paiement. Et la raison pour laquelle vous, pour le moment, enfin tous les membres actifs, tous les membres plus et moi-même, n'avons accès à rien, c'est parce que je vais mettre en place une formation spécifique pour les personnes qui ont acheté des formations. Donc là, j'ai tourné 2 vidéos, mais je les ai tournées, je les ai pas encore montées, je les ai pas encore intégrées, parce qu'il faut que je fasse, la page qui va accueillir ces vidéos-là. Mais en gros, l'idée, c'est de vous proposer... vous connaissez bien le site Mickey, je pense que voilà, vous êtes opérationnel pour utiliser l'index, pour utiliser les différentes formations, pour utiliser le guide d'achat, pour utiliser tout. Donc voilà, ça fait longtemps que vous êtes là, vous avez en théorie eu le temps de vous familiariser avec les différentes choses qui sont arrivées petit à petit dans la rubrique d'aide, dans les différentes choses. Mais pour les personnes qui arrivent et qui sont parachutées sur le site, si je puis dire, ça peut paraître un peu de se dire waouh, il y a trop de choses à voir
et trop de choses tuent les choses. Du coup, voilà, on ne sait pas trop où aller. Donc je vais faire une série de vidéos qui seront explicatives, un petit peu comme j'ai fait pour l'aide du forum. L'aide du forum qui vous permettait de découvrir des vidéos pour bien utiliser le forum. Là, ce sera un ensemble de vidéos pour bien utiliser le site. Donc en fonction de votre niveau de membre, si vous êtes client, donc vous avez juste besoin de savoir comment utiliser votre formation, de savoir comment revenir sur l'accueil du site, comment vous identifier. En revanche, si vous êtes membre actif, il y a d'autres choses qui vont se greffer, donc comment avoir accès aux demandes à Cédric, aux retransmissions, comment utiliser l'index, et si vous êtes membre plus, comment utiliser toutes les options que vous avez qui sont qui sont l'index, qui sont le guide d'achat, qui sont les demandes à Cédric, que sont les mini-cours, que sont tout ça. Voilà. Donc ça va être un ensemble de vidéos qui expliquent aux personnes qui arrivent, mais même aux personnes qui sont là, il peut y avoir des choses que vous avez manquées sur le site avec la nouvelle version, et donc ce sera disponible à cet endroit-là. C'est-à-dire que quand vous aurez la possibilité de cliquer, que ce soit sur l'un ou que ce soit sur l'autre, c'est que j'aurai mis en place ces différentes choses. Mais pour l'instant, c'est tout à fait normal que vous ne puissiez pas cliquer, puisque le statut de membre actif vous donne accès à toutes les formations, et le statut de membre plus vous donne accès à l'intégralité de toutes les fonctionnalités du site que vous pouvez retrouver directement en cliquant sur les différentes choses. J'ai également intégré, je ne sais pas si vous avez eu l'opportunité de voir, donc en haut, il y avait il y avait le bouton pour devenir client pour les personnes qui ont acheté juste une formation et qui voudraient éventuellement découvrir les autres, et je suis en train d'implémenter petit à petit. Donc là, il faut que je me déconnecte si je veux pouvoir vous montrer exactement ce qu'il en est. Je suis donc en train de mettre en place les différentes formations pour présenter les formations. Donc par exemple, ma véritable trousse à outils, quand les gens vont cliquer ici, ils auront accès aux détails de la formation, à quoi ça ressemble, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il y a dedans, quels sont les points positifs, des témoignages, la garantie 100% satisfait ou remboursé. Bref, vous avez accès à tout. Enfin, ça ne vous concerne pas, mais voilà, je suis en train de faire ça je vais faire ça pour chacune des formations pour que chaque personne puisse savoir à quoi correspond quelle formation ou quelle formation. Donc ça, ce sera pour les personnes qui n'ont pas accès. C'est pour ça que je vous recommande à chaque fois de vous connecter pour que vous puissiez bénéficier de l'intégralité des choses auxquelles vous avez droit en fonction de votre niveau de membre. Voilà Mickey, j'espère avoir été suffisamment clair avec mes explications. Tania, merci beaucoup Cédric, j'ai bien compris. Formidable Tania, tant mieux. Alors, Daniel, merci, je vais suivre vos renseignements. Avec plaisir Daniel, j'espère qu'on va pouvoir vous sortir de ce mauvais pas. C'est très étrange que vous ne puissiez pas cliquer alors que d'autres choses sont débloquées, mais j'imagine que c'est un petit peu comme quelqu'un qui a son Windows de bloqué. Je vous ai conseillé d'utiliser la commande SFC Scan Now, je suppose, ça me revient à l'esprit, mais je pense que je vous l'ai conseillé en espérant que la réparation des fichiers système aura pu éventuellement corriger ce type de problème, mais comme je vous le disais, on va essayer de continuer. Mickey, bien compris, formidable, et bien super. Bon, écoutez, si vous n'avez plus de questions, on va encore patienter un peu et je vais réfléchir à savoir si j'avais des choses à vous dire. À part, si ce n'est qu'aujourd'hui, donc j'ai intégré la vidéo outils pour nettoyer le cache de vos navigateurs, que hier j'ai intégré la page que je viens de vous montrer, mais sinon, je crois que je vous ai indiqué un petit peu tout ce que j'avais à vous dire. Merci pour vos votes. Donc vous avez, il est bien possible que ce soit l'écosystème de Google qui gagne, et auquel cas, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais il y a pas mal de choses à dire. Ou alors, éventuellement, je pourrais peut-être le faire sur 2 sessions pour raccourcir un peu le temps et éviter de dépasser les 2 heures. Donc peut-être je ferai ça sur 2 sessions. J'en avais parlé à une époque de faire des mini-cours sur 2 sessions. C'est pas inenvisageable aussi. Parce que 4 heures, c'est vrai que c'est un marathon pour vous, et c'est aussi un marathon pour moi. Ma voix au bout de 3 heures commence déjà à être un peu fatiguée, donc il faut voir, peut-être on fera ça sur 2 sessions pour les cours qui le nécessitent.
Tania, il y a quelque temps, dans les DAC, j'ai également eu des problèmes pour poser une question qui était invisible, mais personne n'a réussi à trouver la solution. Alors Tania, c'est peut-être vous qui aviez ce souci. Je ne sais pas si ça vous est arrivé une seule fois ou plusieurs fois. Si ça vous arrive une seule fois, c'est-à-dire que vous vous apercevez que, pardonnez-moi, j'ai pas répondu à votre question et que, voilà, vous, comme Daniel l'a fait hier, me dire, vous avez pas répondu à ma question et que personne ne voit cette question. Dans ce cas-là, ce que vous pouvez faire, c'est quitter votre navigateur. L'idéal étant de redémarrer votre ordinateur, comme ça vous êtes sûr que tous les processus se remettent à zéro, et ensuite de revenir, c'est-à-dire de revenir sur votre navigateur, de revenir sur le site, de vous reconnecter et de recliquer sur le lien pour pouvoir à nouveau assister aux demandes à Cédric pour voir si c'est pas un petit bug comme on peut en avoir. Je ne sais pas si vous avez vu, mais là en début de session il y avait des messages qui ne sont plus disponibles et là ils sont revenus, on ne comprend pas pourquoi. C'est vraiment les mystères de l'informatique, et là à part qu'il y ait qu'il y ait un souci ponctuel avec mon navigateur, ce qui est possible aussi, hein. Ça fait longtemps que j'ai pas réinstallé mon système. Voilà. Voilà. C'est les mystères de l'informatique qu'on ne peut pas toujours résoudre, malheureusement. Tania, j'ai eu le temps de voir votre message qui disait que ça ne vous est arrivé qu'une seule fois. Donc voilà. Ce que je vous conseille, si vous voyez que ça vous arrive, vous éteignez tout, vous redémarrez votre ordinateur, vous rallumez, vous reconnectez, et en théorie ça devrait être corrigé. Peut-être un petit souci d'authentification à un moment ou à un autre qui fait que le message n'apparaît pas. Ça doit être beaucoup d'interactions avec les serveurs de Google, que ce soit YouTube, que ce soit tout ça, que ce soit les directs, que ce soit les chats. Ça doit y avoir beaucoup d'interactions entre leurs serveurs, notre ordinateur, les différentes choses. Donc voilà, c'est plusieurs fois ce jour-là, mais pas depuis. Voilà, donc je sais pas, Tania, si vous aviez eu l'opportunité de redémarrer votre ordinateur, mais je pense que voilà, c'est ce que je vous conseille de faire en tout cas. Voilà, donc si vous rencontrez ce type de problème, que vous voyez que vous ne pouvez pas poser vos questions, il y a deux possibilités à cela. La première, c'est que vous n'avez pas d'adresse Gmail, ou vous ne vous êtes pas authentifié avec celle-ci. 2, vous n'avez pas de chaîne YouTube. Dans ce cas-là, il suffit d'en créer une, c'est gratuit et vous n'êtes pas du tout obligé de l'utiliser. Vous êtes obligé de répondre à ces deux critères pour pouvoir poser vos questions: avoir une adresse Gmail, être authentifié avec, et avoir une chaîne YouTube. Et si vous voyez que vos questions n'apparaissent pas, bien que vous les ayez saisies, je vous conseille de faire le processus que je vous ai indiqué, c'est-à-dire redémarrer votre ordinateur et ainsi essayer de corriger ce petit bug mineur qui devient majeur quand on ne peut pas poser sa question, évidemment. Sachez toutefois qu'il y a évidemment le forum pour aller plus loin, donc voilà, n'hésitez pas, le forum est là pour ça, on essaye de répondre au mieux aux questions, d'ailleurs tous les membres, toutes les personnes qui participent, voilà, le forum, vraiment quelque chose de super. Voilà, écoutez, je vais patienter encore un petit peu, et puis si vous n'avez pas d'autres questions, dans ce cas-là, eh bien, nous clôturerons le Demande à Cédric numéro 64, et on se verra pour le numéro 65, donc demain. Nous serons le jeudi 6 avril 2017, et de 18 à 19, nous verrons à ce moment-là. Et vendredi, donc il y aura le tirage au sort. Pardonnez-moi, je vous reparlerai des différentes règles. Je vous confirmerai que le prochain mini-cours sera certainement sur l'écosystème des produits Google, puisque les votes l'ont décidé ainsi. Et voilà. Alors, quelques questions qui arrivent. Alors, Pierre, bonjour, je suis trop tard, regret. Oui, effectivement, c'est un petit peu tard, Pierre, mais si vous avez une question, n'hésitez pas à la poser, il reste 10 minutes, je suis tout prêt à vous écouter et à répondre. Et sinon, si vous préférez attendre demain, il n'y a pas de souci, c'est comme vous le souhaitez, mais n'hésitez pas si vous avez une question. David, j'ai créé une clé USB bootable en cas que le PC plante. Comment on fait pour utiliser la clé? Alors, si vous avez créé une clé bootable, il faut voir un petit peu ce que vous avez mis sur votre clé, David, et où l'avez-vous créé. Donc, la clé, en théorie, vous sert à démarrer sur celle-ci, comme le CD de récupération. Donc dans ce cas-là, il faut démarrer sur la clé. C'est-à-dire que quand vous allumez votre ordinateur nativement, en théorie, il va démarrer sur votre disque dur. Je vais y arriver.
Donc, si vous souhaitez démarrer sur la clé, il faut que vous puissiez lui dire, voilà, je veux démarrer sur la clé. Donc, ça peut se faire par différents moyens. Le premier moyen, c'est de rentrer dans le BIOS, qui est donc le tout premier programme qui se lance, qui est donc lui, le BIOS intégré sur la carte mère. Et vous devez rentrer dans le BIOS pour lui dire, bah voilà, je veux démarrer sur la clé. Sur certaines cartes mères, sur certains ordinateurs, vous avez la possibilité d'appuyer sur une touche et de choisir le périphérique sur lequel vous souhaitez démarrer. Donc des fois c'est la touche échappe, des fois c'est la touche F9, F10, F11, F12, des fois c'est la touche supprime, ça dépend vraiment de votre ordinateur. Là, je ne peux pas vous conseiller, il va falloir faire des essais. Le souci, c'est qu'avec Windows 10, il y a le Fast Boot qui est arrivé. Et le fast boot, c'est quelque chose qui va faire en sorte que pour que ça démarre plus vite, il va zapper la séquence du BIOS et donc il n'y a plus toutes ces choses qu'on voyait avant qui permettaient de retrouver facilement la touche pour démarrer sur la clé. Donc aujourd'hui, il me semble qu'il y a une astuce que j'ai lue il n'y a pas très longtemps, c'est que si vous n'arrivez pas à rentrer dans le BIOS ou dans les périphériques de démarrage, comme je vous l'ai indiqué avec les touches choix échappe, donc ESC, F9, F10, F11, F12, ou la touche supprime, si vous n'arrivez pas à rentrer dans le BIOS, il me semble que vous pouvez, sur Windows 10, appuyer sur le menu démarrer, cliquer sur le bouton marche arrêt, et lorsque vous allez choisir redémarrer, il me semble que c'est sur la touche redémarrer, vous appuyez sur la touche Shift de votre clavier, la touche majuscule. Je vais vous montrer laquelle est, c'est pas la majuscule forcée, c'est le clavier visuel. C'est la touche majuscule, donc pas le verrouillage majuscule, mais la touche majuscule. Donc vous appuyez sur la touche majuscule, vous cliquez sur redémarrer, donc vous avez la touche majuscule enfoncée, vous appuyez sur redémarrer, et je crois qu'au prochain redémarrage, en appuyant sur la touche F9, vous allez pouvoir accéder au démarrage des périphériques. Mais ça ne le fait qu'une fois, donc si vous ratez la séquence, il faut le refaire. Donc ça c'est un peu pénible, disons que c'est un peu l'envers du décor du démarrage rapide de Windows 10, c'est que aujourd'hui c'est plus forcément facile, je l'ai fait sur l'ordinateur en fait d'un copain que j'ai réinstallé, je lui ai changé son SSD et j'arrivais plus à démarrer sur ma clé USB, donc c'était un peu pénible, donc j'ai trouvé cette astuce. Je ne sais pas si elle est valable pour tous les ordinateurs, il me semble que j'avais recherché sur Asus, mais comme ça concernait Windows 10, je pense que ça doit fonctionner aussi. Et donc à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir démarrer sur votre clé, et en fonction de votre clé, eh bien, vous aurez des options avancées de démarrage, soit pour récupérer une sauvegarde antérieure, soit pour faire ce genre de choses. Voilà, c'est comme ça que vous allez utiliser votre clé. Après, je suis pas sûr que ce soit une clé miracle si c'est une clé de Windows, mais voilà, c'est comme le CD que j'ai montré tout à l'heure, ça permet, si vous aviez fait une sauvegarde, une image complète de votre Windows, d'avoir ce CD qui va vous permettre de rapatrier cette sauvegarde sur votre disque dur. Voilà David. Alors Tania, bonne soirée et à demain. Merci Tania, bonne soirée à vous aussi et à demain. Lucien, rebonjour Cédric, voilà, j'ai un fichier photo, est-il possible de notifier en couleur? Ce n'est pas possible malheureusement Lucien, on avait regardé ça, on en a parlé sur le forum, il doit y avoir des logiciels qui permettent de le faire, mais vous connaissez mon aversion pour l'installation de logiciels supplémentaires. On va néanmoins regarder s'il y a des choses qui existent pour Windows 10, donc colorer les fichier sous Windows 10. Est-ce qu'il va nous proposer quelque chose? On va regarder, il y a une vidéo YouTube, je vais vous la mettre en lien. Enfin, je vais peut-être pas vous la mettre en lien si elle n'est pas pertinente. Alors, que va nous raconter notre ami qui est ici? Donc voilà, il vous conseille de télécharger un logiciel apparemment qui s'appelle Folderico, que je vais pas forcément vous conseiller puisque je ne le connais pas, donc je ne sais pas du tout s'il y a des logiciels malveillants ou pas. Alors je me demande si vous n'avez pas la possibilité de, lorsque vous créez un dossier, ah oui, j'ai déjà un dossier test formidable, donc on va l'appeler nouveau dossier. Je me demande si vous n'avez pas la possibilité, alors laissez-moi réfléchir, de faire un clic droit, de choisir propriété, personnaliser,
Voilà, alors vous avez éventuellement cette solution-là si vous ne souhaitez pas installer le logiciel tierce. Moi, je pense que je choisirais. Donc vous pouvez faire un clic droit, vous pouvez choisir propriété, vous allez ensuite aller dans personnaliser, et là, vous avez la possibilité de changer d'icône. Donc là, il y a des icônes qui sont disponibles, un certain nombre, mais ce qui serait éventuellement possible de faire, c'est créer un set d'icônes, c'est-à-dire des icônes que vous allez vous-même colorer, et ensuite vous choisirez dossier par dossier si vous choisissez, si vous voulez les coloriser. Bon, je m'aperçois que c'est pas vraiment une bonne solution parce que ça risque d'être compliqué. Donc vous avez soit le logiciel dont il parle ici, je vous laisserai regarder la vidéo Lucien pour voir si c'est quelque chose qui peut vous convenir. Je la regarderai peut-être aussi moi de mon côté. Je vais prendre juste en note pour être sûr que je vais pas oublier de le remettre. Donc note 64. Allez. Alors, est-ce que je me suis trompé? C'est possible. Ah bah non. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai raté? Ah bah oui, j'ai dû rater le copier-coller. Alors, copier l'adresse du lien, coller. Voilà, parfait. Donc, coloriser les dossiers de Windows 10. Donc, je regarderai la vidéo et je vous donnerai mon ressenti par rapport à ça. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres solutions qui sont proposées? Rainbow Folder. Donc ça c'est pareil. Personnaliser la couleur des dossiers sous Windows 10. Crack.net. Je vais regarder. Le logiciel s'appelle Folder Colorizer. Donc je suppose que c'est ça que vous souhaitez. Après, honnêtement, voilà, tout ça c'est rajouter des choses dans votre Windows, des choses dont on ne sait pas d'où ça vient. Celui-là a l'air amusant, mais voilà, est-ce qu'il est fiable? Est-ce qu'il n'y a pas est-ce qu'il n'y a pas de logiciel malveillant? Est-ce qu'il y a... Voilà, c'est... Moi, c'est toujours un peu délicat, si vous voulez, quand on fait ce genre de choses. Surtout que là, vous voyez sur le site, le téléchargement n'est pas forcément... facile, parce que là, je pense que c'est pas ça c'est de la publicité, donc c'est pas le téléchargement. Je sais pas où est le lien de téléchargement. Commencez par télécharger le logiciel sur le site de l'éditeur Softorino. Bon, je sais pas. Il y a éventuellement celui-ci aussi, donc je vais vous le coller ici. Mais là, c'est vraiment sous réserve, hein. Vraiment, je sais pas si vraiment c'est une bonne idée. Mais en tout cas, voilà, si vous devez le télécharger, ce logiciel qui est ici, commencez à télécharger. Vous cliquez sur ce lien de téléchargement et pas sur le télécharger qui est ici ou pas sur le télécharger qui est ici. C'est vraiment ce petit lien de téléchargement qui va vous permettre de télécharger le fichier. Et après, vous vous retrouvez avec quelque chose de ce genre-là. Mais c'est toujours pareil, quand vous allez rajouter des fonctionnalités, on ne sait pas quelles sont les interactions qui vont être créées avec Windows. Après, il y a peut-être d'autres choses qui peuvent ne plus fonctionner. D'ailleurs, ça me fait penser à ça, Daniel. Je ne sais pas si vous avez installé des choses récemment. Est-ce qu'avant, les choses fonctionnaient et que maintenant, ça ne fonctionne plus? Vous pouvez aussi vous poser la question de savoir quelles sont les dernières choses que vous avez installées. Pour savoir si en les désinstallant, ça pourrait pas éventuellement corriger le problème. Voilà, Lucien, ma réponse. Alors, Alain nous dit, il y a le logiciel Folder Colorizer, je l'ai déjà employé, il n'y a pas de problème. Merci Alain pour votre retour, c'est marrant, vous voyez, on a fini par le trouver. Donc, vous avez un premier retour, Lucien, le retour d'Alain. Je l'ai déjà employé. Alors ça veut dire, est-ce que vous ne l'utilisez plus, Alain, et pour quelle raison? N'hésitez pas à nous faire un retour ou un retour sur le forum, Lucien, si vous voulez créer un dossier sur ce sujet.
Et voilà. Est-ce que j'ai raté une question de Mickey? Ah oui, effectivement. Qui nous demandait dans ces cleaners, comment savoir ce qu'il faut cocher ou décocher dans les navigateurs et les explications. Comme Mario l'a dit, dans ces cleaners, vous pouvez tout laisser cocher par défaut. D'ailleurs, c'est mieux de le faire dans le sens où si vous ne savez pas quoi cocher et décocher, la seule chose que je vous conseille de regarder dans ces cleaners, lorsque vous allez faire un nettoyage, que le registre, voilà, vous pouvez laisser, et là pareil, vous laissez par défaut. La seule chose que je vous conseille, c'est, je sais plus si c'est coché par défaut, mais peut-être plus maintenant. Avant c'était le cas. Vider la corbeille. Où est-ce qu'il est le vider la corbeille? Parce qu'il y a des... Ah voilà, maintenant il n'est plus coché par défaut. J'avais oublié de partager mon écran. Mais voilà, dans ces cleaners, là moi j'ai tout laissé par défaut aussi. Dans ces cleaners, vous voyez, vider la corbeille. Avant il était coché par défaut. Et maintenant ils ont décoché cette option. Parce qu'effectivement, il y a des gens qui se servent de la corbeille comme tampon. C'est une très très mauvaise idée. Mais il y a des gens qui mettent des choses à la corbeille et qui se disent ah bah non, j'irai les récupérer après. Ça c'est une très mauvaise idée parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer avec la corbeille. Mais quoi qu'il en soit, voilà, notamment avec ces cleaners, avant c'était coché vider la corbeille. Et du coup, si vous faisiez ces cleaners, ça vidait la corbeille. Et pour les personnes qui se servaient de la corbeille comme tampon, bah ça vidait tout leur dossier. Enfin, tous les dossiers qu'ils avaient mis à la corbeille et qu'ils auraient éventuellement souhaité récupérer. Donc, bien voilà, ils ont maintenant décoché cette option et je trouve ça plutôt bien, ça évite d'avoir à le faire. Si vous devez utiliser ces cleaners sur Windows 10, je vous le rappelle, assurez-vous de bien avoir la dernière version de ces cleaners que vous pouvez donc télécharger sur le site de Piriform ou que vous pouvez aussi récupérer directement dans Je nettoie mon PC puisque ça fait partie des logiciels de nettoyage. Donc voilà, que je mets à jour en général tous les 2 jours, donc vous êtes à peu près sûr d'avoir la dernière version. Voilà, on va peut-être s'arrêter là pour ce soir et laisser quelques questions pour demain. Alain nous dit, j'ai seulement tardé à l'utiliser car j'avais réinitialisé mon PC, mais je vais le réinstaller et l'utiliser. Ok Alain, merci pour le retour. Et ben voilà, si vous en êtes content, c'est déjà une bonne preuve de fonctionnement. J'imagine que si vous n'avez pas eu de dysfonctionnement particulier, quoique si vous avez réinitialisé votre PC, peut-être que si, mais voilà, blague à part, je pense pas que ça vienne de là. Donc Lucien, vous pouvez éventuellement essayer donc ce logiciel que je vous ai recommandé ici et que Alain vous a également recommandé sur le site crack.net. Je sais pas si je l'ai gardé à l'écran, mais n'oubliez pas, voilà, il est ici. N'oubliez pas que pour télécharger, ça se passe juste sous mon visage. Ça se passe ici. Pour réaliser ces personnalisations, il faudra commencer par télécharger le logiciel. C'est juste ce petit lien qui vous permet de le télécharger. Voilà Lucien. Après, je ne sais absolument pas comment ça se passe lorsque vous faites ça, à quel endroit sont stockées les préférences de ce logiciel, notamment pour la sauvegarde, parce que je vois qu'Alain a été obligé de réinitialiser son PC. Est-ce qu'il y a une possibilité d'exporter la couleur des dossiers que vous avez déjà donnés, ou est-ce que quand vous faites une réinitialisation, est-ce que vous n'avez plus la possibilité? Il faut refaire les dossiers couleur par couleur. Je ne sais pas. En tout cas, ce sera éventuellement des questions pour la formation sur comment réaliser des sauvegardes dans la saison 4. Merci pour votre retour Alain, en tout cas. Solange, bonjour Cédric, je suis avec le Wi-Fi et la connexion est mauvaise, donc je ne vois que la fin. Désolé, je regarderai en replay. Hier, impossible d'être présente. Bonne soirée. Merci Solange. Effectivement, c'est la fin. Maintenant, 19h05. On va s'arrêter là. Désolé pour votre Wi-Fi. Et c'est vrai que le Wi-Fi nous pose parfois des problèmes. Je suis pas sûr qu'il existe des solutions. J'ai vu pas mal de choses sur Amazon, des choses pour étendre notre réseau Wi-Fi. Mais effectivement, c'est un réseau qui est un petit peu capricieux quand on prend de la distance ou de l'épaisseur sur les murs. Donc c'est pas toujours évident, c'est pour ça que le câble est souvent une bonne solution. Si vous avez une bonne installation électrique, vous pouvez aussi également passer par le CPL, mais le CPL a également certaines de ses restrictions. Alors Alain nous dit qu'il peut le télécharger sur comment ça marche. Ah, ça c'est une bonne nouvelle Alain, on va récupérer ce logiciel sur comment ça marche alors. Ça s'appelle Folder Colorizer. Alors, Folder Colorizer, comment ça marche?
comment ça marche, folder coloriseur. Merci beaucoup. Si ce n'est que sur la version qui est indiquée ici, je vais vous montrer ça à l'écran. Sur le site comment ça marche, la version qui est indiquée ici ne va apparemment que jusqu'à Windows 8. Peut-être elle fonctionne avec Windows 10 et qu'il n'a pas été mis à jour. La version proposée est la version 1.0. Et si on va sur le site que nous avait proposé crack.net, on va regarder de quelle version il s'agit. Alors, Softorino. Ah oui, il n'indique pas. Donc on va regarder vite fait, coller. Mais non, coller, ça suffira. Pas du tout. Alors, clic droit, copier le lien. Coller. Donc on va se rendre sur le site de l'éditeur. Ok. Et à partir de là... Est-ce qu'il est disponible? Store. Alors, Our Product. Ah bah ils en parlent même pas ici, d'accord. Donc il est même caché sur le site de l'éditeur. Donc apparemment, ça doit être aussi la version A. Non, 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 non. Bon, donc il faut passer par, on va lui dire le lien comment ça marche et on va espérer que la version 8 couvre aussi la version 10. Sinon, vous pouvez le récupérer donc sur le logiciel crack.net. Je vais mettre le lien de comment ça marche, comme ça vous pourrez y accéder. Allez, on va s'arrêter là parce que le temps passe et j'ai faim. Allez, on va récupérer, coller. Du coup, je vais enlever la vidéo YouTube qui parlait d'un autre logiciel, puisque Alain l'a déjà utilisé. On va partir sur son expertise. Voilà, merci à toutes et tous. On a fait un petit peu de rab aujourd'hui, c'est pas grave, on en fera moins demain. Non, je plaisante. On se retrouve donc demain. Nous serons jeudi 6 avril 2017. Et bien, on repassera une heure ensemble avec grand plaisir. Merci à toutes et tous d'avoir été présents. Je vous souhaite bon appétit si vous allez manger. Et à demain. Bonne soirée. Merci. Au revoir.